Bonjour et bienvenue dans cette édition spéciale de notre Point Marché. J'ai le plaisir d'accueillir Didier Borowski pour partager les perspectives d'investissement à mi-année d'Amundi. Bonjour Didier. Bonjour Catherine. Depuis le début de l'année, la géopolitique, et plus précisément la guerre au Moyen-Orient et le blocage du détroit d'Ormuz, ont été des facteurs déterminants. Le point clé, c'est naturellement l'énergie. Quel est aujourd'hui l'impact principal sur l'économie ? Oui, en effet, l'énergie, c'est le point clé. Le prix du baril est monté à $110, à plus de $110 au cours du trimestre. Mais avec la signature d'un protocole d'accord entre les États-Unis et l'Iran, le pétrole a commencé à baisser très rapidement. On est même revenu aux alentours de $72, qui était le niveau qui prévalait avant crise, ce qui nourrit les espoirs d'une normalisation durable. Mais on l'a vu, les affrontements très récents montrent que le cessez-le-feu est particulièrement fragile et nous pensons que les troubles et les tensions au Moyen-Orient vont encore persister tout au long du second semestre. Compte tenu de l'apaisement que tu viens d'évoquer, le risque d'inflation est-il en train de disparaître ? Alors c'est là que la situation devient un peu complexe parce que la hausse des prix du pétrole a commencé à avoir un impact sur les prix à la consommation et la hausse des coûts des transports, c'est pas encore complètement matérialisé. De sorte qu'on anticipe que l'inflation restera au-dessus de 2% cette année et l'an prochain aux États-Unis comme en Europe et on pourrait très bien se stabiliser à un niveau d'inflation un peu trop élevé au regard des banques centrales. Donc il faut rester vigilant, le risque d'inflation n'a pas encore disparu même s'il est moins élevé que ce qu'on pensait il y a quelques semaines. Et du côté de la croissance, où en est-on à mi-année ? Ce qui est frappant, c'est la très bonne résistance de l'économie mondiale. Et cette résilience, elle s'explique par des investissements dans l'intelligence artificielle, dans l'autonomie stratégique, mais aussi par la réorganisation des chaînes d'approvisionnement. Mais la croissance est très inégale d'une région à l'autre. Et ce qu'on observe naturellement, c'est que ce sont les économies les plus importatrices d'énergie en Europe, en Asie, qui ont vu leurs perspectives de croissance les plus affaiblies depuis le début de l'année. C'est ce qui explique la différence entre les États-Unis et l'Europe ? Oui, mais pour partie seulement, parce qu'on voit bien que malgré le fait que l'économie américaine est exportatrice nette de produits de pétroliers et de gaz, ça n'a pas empêché les prix à la pompe de s'envoler outre-Atlantique. Non, l'économie américaine la croissance reste forte, elle est soutenue par en réalité encore la consommation et l'investissement dans l'IA. Mais cette croissance est de plus en plus inégale. Certains secteurs, les services à haute valeur ajoutée, la technologie tirent plutôt bien leur épingle du jeu, mais d'autres secteurs sont plus sensibles aux taux d'intérêt, aux conditions de crédit et sont donc sous pression. Et du côté de la consommation, il faut comprendre qu'elle reste tirée uniquement par les ménages nantis qui arrivent à compenser en fait les pertes de pouvoir d'achat liées au prix de l'énergie par l'augmentation de la valeur de leur patrimoine. Le reste des ménages est sous pression en raison des taux d'intérêt élevés. Et en Europe, la situation est-elle plus fragile ? À court terme, c'est très clair, et ça vient du fait que la hausse des coûts de l'énergie grève la compétitivité et pèse sur l'industrie. Mais le secteur des services est plutôt résilient, c'est notamment le cas en France, et malgré une conjoncture dans l'ensemble morose, on n'anticipe pas de récession. Et cette conjoncture, surtout, ne doit pas masquer le fait que les économies européennes sont en pleine mutation, avec des économies qui sont davantage axées sur les dépenses d'investissement dans la sécurité énergétique, dans la défense, dans la souveraineté technologique ou encore dans les infrastructures. Et toutes ces dépenses d'investissement finiront par soutenir le potentiel de croissance de l'Europe à moyen terme. Si je comprends bien ce que tu dis, ça met les banques centrales dans une position délicate. Oui, précisément, tout simplement parce que les banques centrales ne peuvent pas baisser leur taux d'intérêt quand les prix continuent de grimper. Donc on anticipe un statu quo monétaire du côté de la Réserve fédérale et de la plupart des grandes banques centrales dans les pays émergents. Et du côté de la Banque centrale européenne, de la Banque d'Angleterre, de la Banque du Japon, il nous semble que ces banques-là vont encore monter leur taux d'intérêt encore une fois. Mais c'est l'attentisme qui va prévaloir. C'est wait and see, comme disent les anglo-saxons. Il faut regarder ce qui se passe du côté de la dynamique des prix au second semestre. De notre point de vue, les banques centrales vont conserver un biais restrictif dans les mois qui viennent. Mais ceci dit, il faut dire une chose très claire, il n'y a pas de marge de manœuvre de part et d'autre de l'Atlantique pour un durcissement monétaire marqué. Si tu veux bien, parlons des développements autour de l'intelligence artificielle. Est-ce que les États-Unis sont les seuls grands gagnants ? Ah, clairement non. Alors c'est vrai que les États-Unis sont les leaders du côté de l'IA de pointe. Ceci dit, ils commencent à se heurter à des goulots d'étranglement du côté des réseaux électriques, de l'approvisionnement, et ça va obérer le développement de l'intelligence artificielle. Il faut regarder ailleurs, du côté de la Chine notamment, qui dispose d'une large base industrielle, d'un soutien de l'État, d'un accès à l'énergie, et qui a en plus une marge de manœuvre pour négocier l'accès aux terres rares. Et puis, il faut regarder l'ensemble des chaînes de valeur du côté de l'intelligence artificielle, avec des
composants clés qui viennent de Taïwan ou qui viennent du Corée. Alors c'est clair que l'Europe ne peut pas jouer le même rôle du côté des IA de pointe, mais quand il s'agit de mobiliser l'intelligence artificielle dans les infrastructures, du côté des services réglementés, eh bien l'Europe peut être sur le devant de la scène et elle peut aussi innover. Dans ce contexte, que doivent faire les investisseurs? On l'aura compris, il y a des opportunités à saisir dans de nombreuses zones géographiques. S'exposer uniquement à la tech américaine, c'est prendre le risque d'être exposé à des titres qui sont déjà surcotés. Et en élargissant aux autres actifs, comment un investisseur devrait-il adapter son portefeuille aujourd'hui? On l'a compris, les risques n'ont pas disparu. Il faut rester prudent, mais prudent, ça ne veut pas dire attentiste. Il y a une bonne diversification à trouver, notamment entre les zones géographiques, les secteurs, les classes d'actifs. Plus généralement, il faut aussi s'intéresser aux grandes thématiques de long terme, que sont l'intelligence artificielle, la souveraineté technologique, les infrastructures. Mais plus généralement encore, pour bâtir un portefeuille résilient, il faut considérer la place de l'or, des actifs réels, de certaines matières premières, des devises, mais aussi des actifs privés, parce que c'est la seule façon, en réalité, d'accroître la résilience du portefeuille. Donc, du côté des actions, en résumé, il faut rester exposé aux grandes thématiques que je viens de mentionner. Et plus généralement, on reste exposé au secteur industriel, aux services aux collectivités et au secteur financier. Du côté des pays émergents, l'Amérique latine devrait bénéficier de la continuation de la demande pour les matières premières liées au développement de l'intelligence artificielle. Et du côté de l'Asie, on continue à rechercher des opportunités dans le secteur de la technologie. Et du côté des obligations, le niveau élevé des taux d'intérêt offre des points d'entrée intéressants. C'est notamment le cas pour les titres de crédit de bonne qualité, les obligations d'État européennes. Et du côté des obligations souveraines, on privilégie les titres de dette émergents aux titres américains en raison de la montée de la dette aux États-Unis. Pour conclure, le mot de la fin. Les investisseurs doivent absolument s'adapter à un environnement où l'inflation est plus volatile, où la concentration des marchés est de facto plus élevée et où les chocs géopolitiques sont ou seront de plus en plus fréquents. Merci Didier d'avoir partagé avec nous tous ces éléments aujourd'hui. Merci à toi Catherine. Merci de nous avoir suivis durant cet entretien qui vous a apporté, je l'espère, des éclairages intéressants. Rendez-vous à la rentrée pour un nouveau point marché.